situation actuelle de la construction maghrébine, force agissante pour le changement et principaux obstacles. Quatre intervenants: Sadr Hadjou, Mohamed El-Hendouz, Khaled Khmira, peut-être qu'il va nous rejoindre, et Mourad Yefsah. Sadr. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation, même si je suis parmi les organisateurs de cette conférence. Alors, donc là, je viens avec une petite et modeste contribution que j'ai essayé de structurer sur 3-4 idées. Donc là, dans un premier temps, un bref rappel historique, un petit rappel historique, puisque bon, l'essentiel a été dit dans la conférence d'avant, avant l'indépendance, mais le plus important, c'est les tentatives, enfin ce que je vais essayer d'évoquer, c'est les tentatives après les indépendances des pays du Maghreb. J'aborderai aussi les raisons du blocage de cette construction maghrébine qui n'arrive pas à voir le jour. Et puis, en tant que militant politique et appartenant à une organisation politique, le Front des forces socialistes, donc je vais essayer aussi d'évoquer la vision de ce parti depuis sa naissance concernant la construction et l'engagement de ce parti pour la construction maghrébine. Et après, bon, une conclusion sur les perspectives de cet idéal, de cette construction. Alors, donc, c'est vrai que bon, je ne suis pas un très très bon orateur, donc je vais essayer de lire un peu ce que j'ai préparé. Alors, dès leur apparition, les mouvements de libération d'Afrique du Nord ont inscrit leur action dans l'objectif de construire une entité commune. Le premier mouvement historique algérien s'est dénommé l'Étoile nord-africaine. La solidarité et la coopération maghrébine a été déterminante aussi pendant la lutte et le combat contre le colonialisme. En 1958, la conférence de Tanger, qui a rassemblé le parti Istiqlal marocain, le New Destour tunisien et le FLN algérien, a confirmé cette exigence de la construction maghrébine. Les dirigeants des trois mouvements de libération appelèrent clairement à la création d'une fédération régionale. Enfin, déjà en 1958, il y avait cette idée de créer une fédération régionale. Lors des indépendances, l'idée d'un Maghreb uni suscite un réel enthousiasme. L'édification du Grand Maghreb exprime la confiance des dirigeants dans les vertus d'un espace économique intégré qui permettrait de combler les retards de développement et de pallier aux défaillances structurelles propres à chaque économie. Donc les premières tentatives, donc je pense que ça a été évoqué par notre camarade, donc le comité permanent consultatif maghrébin qui a été créé à Tunis sur le modèle de CCE en 1964 afin d'harmoniser les politiques énergétiques, minières, industrielles entre États et pour créer un marché commun à l'image de ce que se faisait déjà en Europe. Malheureusement, ces expériences, et ce malgré un potentiel considérable, ne produisent que de maigres résultats. À la fin des années 80, les échanges économiques intermaghrébins étaient faibles et fragiles. Donc là, sur le volet économique. Après, bon, pour les tentatives politiques, il y a eu quelques tentatives et expérimentations dans les années 70. Malheureusement, ils ne résistent pas trop fort aux différentes divergences idéologiques entre les États qui constituent le Maghreb. Donc là, d'un côté, il y avait la vision révolutionnaire et anti-impérialiste prônée par l'Algérie, qui s'opposait déjà à l'époque à la position du Maroc et la Tunisie, plus conciliatrice à l'égard de l'ancienne puissance coloniale.
et orientée vers des coopérations euro-maghrébines et afro-maghrébines. La signature est notre étape aussi dans la construction et l'initiative de la construction maghrébine, c'est la signature le 17 février 1989 à Marrakech du traité de l'Union Maghreb arabe, qui relance l'idée d'un espace économique commun, mais le monde est en pleine mutation, c'est-à-dire là le 87, donc ça coïncide aussi aux prémices de la fin de la guerre froide, puisque bon, le bloc Est et le bloc Ouest qui était présent avant notamment la chute du mur de Berlin. Donc là, on assistait déjà à l'effondrement du bloc Est. Donc les prémices de la fin de la guerre froide, la crise économique mondiale, la chute du prix du pétrole, et aussi à partir de 1987, la fin des années 80, donc l'Europe rentre aussi dans une ère de réunification, c'est-à-dire là l'Europe commence aussi à s'élargir. Donc tous ces éléments renvoient à un effet de miroir, l'image d'un Maghreb divisé, autoritariste, enfermé dans une conception étroite et rigoriste des États-nations. De plus, cette organisation qui se veut, c'est-à-dire là le Lima, qui se veut à la fois économique et politique, reste symbolique, tant le conflit de Sahara occidental représente un obstacle majeur à la complémentarité des économies et des échanges intermaghrébins. À la fin des années 80, les États maghrébins, à l'exception de la Libye, parce que bon, la Libye est régie par le livre vert, donc là c'est écrit et conçu par le colonel Kadhafi. Donc pour les Libyens, il demeure la référence idéologique imposée. Par contre, en Tunisie, et notamment en Algérie, il y a eu des réformes institutionnelles. L'ouverture démocratique en 1988 en Algérie, et cela est venu sous la pression des contestations internes, mais aussi des contestations externes. Donc, ce qui fait que bon, les pays de Maghreb, enfin, en particulier l'Algérie, s'est engagé dans un processus de démocratisation. Donc là, sur le volet historique, le rappel historique. Après, les raisons du blocage. Toutes les conditions sont réunies au Maghreb pour la construction maghrébine, c'est-à-dire des pays partageant une géographie, une histoire, une culture, des langues communes, une communauté de destin. Mais pourquoi, plus de 60 ans après la conférence de Tanger, l'idéal maghrébin ne s'est pas concrétisé? C'est avant tout l'absence d'une vision des dirigeants des pays depuis les indépendances qui est la cause de l'échec recommencé de la construction maghrébine. Chacun de ces régimes n'a eu que comme objectif de maintenir son pouvoir sur son pays et agitant en permanence le chiffon de l'ennemi extérieur. Pourtant, avec les bouleversements géostratégiques que subit le monde, la construction maghrébine reste un enjeu vital pour le devenir de notre région. Seule une entité régionale sera à même de faire face aux grands ensembles qui se constituent autour de nous, Amérique, Asie, Russie, et de répondre aux nombreux défis économiques, politiques et sécuritaires. Aussi, autant que militants de ce Maghreb, des peuples, nous vivons en ce moment des jours sombres. Les deux régimes, algériens et marocains, portent collectivement la responsabilité de ne pas avoir œuvré depuis des décennies au développement des relations à la hauteur de la fraternité de nos deux peuples et de la construction maghrébine vitale pour notre avenir commun. Toutefois, la dégradation actuelle est la conséquence directe d'une des dernières actions hostiles du Maroc, et notamment la déclaration du représentant du Maroc à l'ONU, remettant en cause l'intégrité de l'Algérie.
Donc là, j'ai essayé d'énumérer quelques raisons de ce blocage qui reste essentiellement politique, comme ça a été dit dans les interventions de tout à l'heure. Bon, revenons maintenant, puisque je me disais, je représente aussi une organisation politique, donc je vais évoquer le FFS et l'idéal maghrébin. La construction maghrébine fait partie de l'ADN du FFS. Le défunt président, Hosseini Ahmed, a milité toute sa vie pour cet idéal. Dans notre époque marquée par les bouleversements géostratégiques majeurs, porteurs de tous les dangers, seul un cadre régional uni et fort pourra permettre à nos pays d'y faire face. Le FFS a exprimé sa condamnation absolue de l'acte d'hostilité provenant de représentants du Maroc à l'ONU et a rappelé et rappelle encore que l'intégrité territoriale de l'Algérie et l'unité de son peuple sont une ligne rouge. On ne peut mettre en parallèle les positions politiques sur un sujet classé par les instances internationales comme un conflit de territoire, en l'occurrence le Sahara occidental, et qui ne pourra trouver de solution que par un dialogue entre les belligérants dans le cadre du droit international et une remise en cause de l'intégrité d'un pays dont ses frontières légalement reconnues par un soutien affiché et assumé à sa partition qui est sur le plan diplomatique un acte de guerre. D'ailleurs, avant ces événements, nous n'avons eu de cesse de mettre en garde nos interlocuteurs marocains sur les dangers de leur dérive qui étaient déjà perceptibles bien avant les derniers incidents diplomatiques. Malheureusement, au lieu d'aller à un apaisement de la situation pourtant souhaitée par la grande majorité de nos deux peuples, les dernières déclarations belliqueuses d'un dirigeant de l'occupant israélien contre l'Algérie depuis le territoire marocain n'ont fait qu'aggraver encore plus la situation. Aussi, et si nous pouvons connaître triste, la rupture des relations diplomatiques n'est qu'une suite des conséquences logiques de ces actes. Le Front des forces socialistes assumera toujours des positions fermes quand il s'agit de l'intégrité et de la sécurité de notre pays. Il s'agit là pour nous de positions de principe. Ceux qui voient un supposé soutien au pouvoir ne semblent-ils pas conscients des réalités et des dangers que ce contexte fait peser sur notre pays? Pour conclure, je dirais que si l'idéal maghrébin reste une exigence, nous ne pouvons pas ne pas tenir compte des évolutions géostratégiques en cours dans notre région. La principale exigence d'une entité régionale pérenne qui assurera prospérité et développement pour nos peuples et son indépendance de toute influence extérieure. Le Maghreb, qui deviendrait une entité inféodée à des puissances extérieures, ne serait plus qu'un pion dans les jeux d'influence. Le Maghreb sera autonome ou ne sera pas. La décision du Maroc d'établir des relations avec Israël et surtout d'engager des accords militaires au-delà des conséquences pour la lutte légitime du peuple palestinien pose aujourd'hui un vrai problème et risque d'engager notre région dans une situation d'instabilité en y intégrant un pays dont les objectifs sont tout autres. Il appartiendra aux jeunes, pour conclure, il appartiendra aux jeunes générations maghrébines de dépasser cette situation et de trouver les voies et moyens de reconstruire l'idéal maghrébin. Je vous remercie. Merci Sadak. Merci beaucoup pour le respect du temps. Comme ça, on reste très discipliné. Merci. Mohamed Elhendouz, donc c'est à toi la parole. Je m'excuse, je vais parler en arabe. Il ne faut pas t'excuser, c'est normal. نهضروا بالعربية وبالأمازيغية. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزول تومة الزول خوتنا كاملين.
بطبيعة الحال هاد اللقاء هذا جاء بعد واحد المجهودات كبيرة ديال واحد المجموعة ديال الفعاليات الجزائرية اللي اشتغلت على إنجاحه وعلى الوصول لهاد النهار هذا نهار يعني بداية ديال واحد الثمرة ديال واحد العمل اللي دار على مدة 3 سنين. وهذا العمل هذا نقدروا نقولوا بأنه بداية الشعاع ديال الأمل اللي غادي يفتح لنا الأفق من هنا الفوق باش نوصلوا لشي حاجه سميتها الاتحاد المغاربي او اتحاد شمال افريقيا. انا بالتحديد لا فيزيون ديالي لي شوز ما كتوقفش عند هذا الاتحاد المصغر اللي هو اتحاد مغاربي، بل اتجاوز في طروحاتي هذا الامر هذا، وكنقول بانه شحال ما كانت الوحده شحال ما مشينا ابعد ووصلنا لواحد البعد شويه اللي ممكن من خلاله نقدروا نكونوا يعني قوة تضاهي باقي قوى العالم. اليوم العالم كامل فيه قوى تجتمع على اقتصاداتها وتجتمع على بناء اقتصادات قوية. اليوم العالم كامل فيه وحدات وفيه تكتلات اللي من الصعب يتم تفكيكها. الخطير في الأمر هو أنه حنا الشعوب الوحيدة اللي ما قدرتش توصل لهاد الوحدة هي الشعوب الإفريقية وبالأخص الشعوب المغاربية. وهذه التسمية هذه كانت ربما إحدى الأسباب، ولكن غادي نرجع بالتاريخ شوية للوراء وغادي نقول واش كانت هنالك رغبة حقيقية للبناء المغاربي. لأن ملي كنتكلموا على البناء لابد أن تكون هنالك أرضية حقيقية للبناء. أي بناء يقوم على أرضية حقيقية sur une base solide. إلا ما كانتش لا باز، إلا ما كانتش عندنا شي أرضية قوية ما يمكنش نزيدوا لقدام. حنا مين تكلمنا على البناء واش فعلا القادة، لأن داز البناء ديال المغرب ما سمي بالعربي وكانت المسمار ديال يعني اللي تضرب في هذه الوحدة هذه هي ديك مصطلح العربي. واش كانت فعلا هنالك رغبة؟ لأن دزنا من 47 بالقاهرة كانت هنالك مقاومة شبه يعني اتحاد نكاد نقول عليه بأنه كان اتحاد يسند المقاومة، يعني كيقاوم من أجل الوصول للاستقلالات. هذه الاستقلالات هذه واش استقلالات ولا احتقالات كما تسمى؟ واش هو فريمون انديبوندون؟ أنا أظن بأنه أول حاجة دارت في الطريق ديالنا هو إيماننا بالاستقلال. ملي آمنا بالاستقلال آمنا به، ولكن آمنا به من قوس. ما بحثناش على أننا نستمروا في النهج ديال من دوك الناس اللي داروا التاريخ في الجزائر ولا داروا التاريخ في المغرب ولا داروا التاريخ في تونس ولا موريتانيا ولا في ليبيا. هاد الناس اللي كانوا كيشتغلوا على هاد المقاومه باش يجيبوا الاستقلال للجيري والمغرب ولا لغيرهم من الدول داروا واحد العمل كبير، ولكن حنا تهاونا لانه جات ما بعد الاحتقال الرغبه في الوصول لبناء جسم سياسي يقود البلدان. هنا غادي نقولوا بانه لعبت الاحزاب السياسيه داخل البلدان ديالنا واحد الدور سلبي باش تبني وحده حقيقيه وتكرس لذاك الاستقلال الحقيقي ونزيدوا نستكملوه. بل قبيله الاخ فريد تكلم على واحد المساله وقال بانه تكلم على الاكس ليبا وتكلم على المعاهده ديال افيون وتكلم على معاهده اخرى في تونس، وتكلم هاد المعاهدات الى حد الان تقوضنا. اللي بغى يعرف شويه يقلب غادي يتلقى بانه لحد الان مازال كان دوره غير في المكان ديالنا. اذا ملي كنتكلموا على الاشكالات اللي عرفها هاد الاتحاد هذا هي اشكالات اللي ربما كانت مرغوبه. انا ما كنقلبش على اتحاد مغاربي ديال الرؤساء وديال القياد ديال البلدان ديالنا، لانه اليوم الا جينا نبنيو اتحاد مغاربي بقيادات ديكتاتوريه غادي نكونوا نكذبوا على راسنا وكنكونوا نكذبوا على الشعوب ديالنا. الا بغينا نبنيو شي حاجه سميتها اتحاد قوي خصها تكون اتحاد يستند من بين اهم الركائز والدعائم ديالو الديمقراطيه. الا ما كانش ديمقراطيه حقيقيه ما يمكنش نزيدوا لقدام وما يمكنش نوصلوا في البناء ديال شي حاجه سميتها اتحاد. هذا الاتحاد اللي كنقلبوا عليه احنا على المستوى المغاربي واش يتجسد عندنا في المغرب؟ المغرب في حد ذاته كبلد قسم الى مناطق وقسم تحت مسمى الجهويه، والجزائر كذلك الى مناطق، بل اكثر من ذلك.
الكل في المغرب يتحدث، والصديق ديالنا صادق حجو تكلم على قضيه الصحراء. الكل يتحدث على مساله استراتيجيه اللي هي الوحده الوطنيه او الوحده الترابيه. اليوم الا تكلمت على الجزائري وتقول له ودي راه عمر هلال تكلم على الماك، ودايوغ هذا تو خصو تذكر لانه هذه حتى هي راها واحد البياج ديال هذا البناء هذا. الا جيت تتكلم على الوحده الترابيه وتقول بانه واحد بغى يدي واحد جزء من الجزائر ولا من المغرب، الكل يثور، كل شيء غادي يغضب. ولكن ملي كنجيو نتكلموا على الوحده المجتمعيه، واش اوني ان بوبل سوليدار، واش عندنا فريمون هذاك المفهوم ديال الوطنيه الحقيقيه اللي كتجمعنا. اذا اليوم الا ما كانتش عندنا اون اكاديمي، انا ما غاديش نتكلم بالارقام، الا ما كانتش عندنا اون اكاديمي اللي كتفتح نقاشات على المصطلحات بيان سور، لانه مفهوم الوطنيه مثلا عندنا احنا كمغاربه ولا نتوما كجزائريين ولا الاخ التوانسه ولا الاخوان هذه ما نفهمش شنو هي هذه الوطنيه اللي كنقلبوا عليها. فما يمكنش تعطي لشي شعب شي حاجه سميتها الوحده مقيده وداير له واحد الحبل اللي كتربطوا به مع التاريخ. انا بالنسبه لي المداخله ديالي غادي نركزها على 3 ديال المحاور. شنو هما الاسباب اللي خلات هاد الوحده ما تدارش؟ عدم الرغبه، لو نون فولوار، ماشي لو بوفوار، لانه الانظمه اللي كانت كتشتغل على الوحده المغاربيه هي انظمه اللي ما يناسبهاش باش يكون هنالك وحده. الا كان عندي نظام مغربي يشتت المغاربه الى اقسام، ونظام جزائري كيقسم القبائل على الاخر وكيرمي له مصطلح خوا، كيفاش اليوم انا نجي ونتكلم ونقول بانه راه المغربي كنظام يريد ان يتوحد مع التونسي وهو لا يشاطره لا الارضيه لا الطريقه في التفكير لا الايديولوجيه السياسيه؟ ايديولوجيتكم السياسيه مثلا ولا البناء السياسي في الجزائر مبني على الثوره. حنا عندنا على من مبني في المغرب؟ مبني على المشروعيه الدينيه. انا ما يمكنش نتكلم مع مؤسسه اللي كتكلم معايا بتاريخ ما قبل او بدايه الاسلام، ما يمكنش. اليوم انا اتحدث على مؤسسه سياسيه، هذه المؤسسه السياسيه هي اللي ممكن تبني المستقبل ديال المغرب بعدها، وبعدها تبني المستقبل مع خوتها اللي على جنبها ديال هذا الاتحاد هذا. من بين الاسباب كذلك اللي كانت عائق حتى الاشكال الاقتصادي. اليوم ما عندناش رغبه اننا نبنيو اقتصاد موحد، عندنا رغبه انه نتلهفوا على السوق ونقسموا هذا السوق قبل الوصول اليها. وداير في طريقه التفكير ديالنا حنا كاين امور اللي خصها تتبدل. انا جو مغابيل وغادي نقول لكم ملي كنا صغار ونتكلم معكم شويه بالنكته كذلك. ملي كنا صغار كنا كنمشيو كنجيبوا اللوز من واحد الشجر ديال شي ناس ماشي ديالنا، وكنضربوا هذاك اللوز يطيح، وملي كيطيح اللوز كنا كنمشيو عند بلاصه وحده نلقطوا. علاش؟ لانه عندنا الهدف ديال تجمع هذا وتمشي عند الاخر تجمعه. هذه هي طريقه التفكير ديال رجال الدوله ولا رجال الدول ديالنا اللي كيشتغلوا على انهم يخليو السوق كله ليهم هما كاملين. كاين كذلك العامل الثقافي. واش حنا مثلا في المغرب الثقافه الجهويه كل جهه عندنا تختلف ثقافتها على الجهه الاخرى، فما يمكنش ما يكونش هنالك ثقافه وطنيه تكرس لهويه ثقافيه حقيقيه وتجمع الثقافات وتعطيهم للشعب على انها الثقافه الوطنيه وهي الثقافه الجهويه. ما يمكنش اليوم الورثيلاني في بني ورثيلان ولا الوهراني في وهران ما يجتمعوش باش يديروا ما يسمى بالهويه الثقافيه الوطنيه، وكل واحد فيهم يراهن على انه يبقى متعلق بهذيك الثقافه ديالو بدون الانفتاح على ما يسمى بالوطني في الثقافي. اذا هذه كانت سبب كذلك. ثم من بين الاسباب اللي كنشوفها بطبيعه الحال كانت عائق، كاين السبب الاخير اللي ممكن نقول عليه بانه اليوم في المغرب واليوم في الجزائر هنالك ما يسمى بالرفض للفعل السياسي، لان هذا ستنكت بوليتيك، هذا عمل سياسي. الجمع ديال الاتحاد المغاربي راه عمل سياسي، وبالتالي ملي كتكلم على الفعل السياسي لاكت بوليتيك او ماروك ولا لاكت بوليتيك اون الجيري، هل هنالك اليوم تقاطع ديال الرؤى المجتمعيه؟ الناس اللي كاينين اليوم في المغرب كيقول لك ودي ما بقاش عندنا فعل سياسي. بكري كانوا الناس كيرفضوا الفاعل السياسي، كيقولوا ما عندناش السياسي، اون با بوليتيسيان.
اليوم ولاو كيقولوا اون نا با داكت بوليتيك. اذا هاد الهوه فيما هو سياسي ما يمكنش يتبنى معاها شي حاجه سميتها ان اكت بوليتيك او نيفو دو مغرب اوني، ما يمكنش، اون نون بو با. من بين المسائل الاخرى اللي ممكن نذكرها وغادي لنا كنعرج على النقاط، من بين المسائل اللي كاينه هو انه التاريخ ديالنا ما ارتكزناهش باش يكون هو القوه والدافع الحقيقي ديالنا، بقينا مربوطين مع التاريخ. واش هاد التاريخ اللي كاين عندنا اليوم واللي خلاوه الناس اللي قبلنا خصنا دائما نبقاو مربوطين به؟ لا، خصنا ناخذوه بحال الدعامه ونزيدوا به القدام، نزيدوا به الى الامام، لانه الا بقينا حنا الهم ديالنا هو نتكلموا على اللي داروه اللي سبقونا ما غاديش نديروا تاريخ جديد. وقبيله كانت واحد السؤال لانه حتى هو في اطار هذه المداخله ديالي، الجانب اللغوي. البرتغالي والفرنسي والاسباني والهولندي ما كيتكلموش نفس اللغه، ولكن قدروا على انهم يبنيوا بناء الحدود مثلا ما بين المغرب والجزائر الى حد الان تعرفوا شنو جات. اذا اليوم انا كمغربي ما كنقلبش على اتحاد مغاربي بالرؤى ديال دوك اللي كيحكمونا، انا كنقلب على اتحاد مغاربي اللي يخرج من هذه القاعه ولا اللي يخرج من قاعه اخرى اللي فيها الاخ ما عندوش النفاق الدبلوماسي كأداة للتضليل ولا للتسويف وكيبقى يغطي على الواقع. وهذا الامر راه هذه الاختلالات اللي تكلمت عليها يمكن نقول لاحظتها مؤخرا ما كايناش غير عند الشعب وعند الانسان البسيط في الجزائر ولا في المغرب. انا لاحظتها عند رمضان العمامره في اديس ابابا ديرنييرمون. انا ملي كنتلاقى وزير خارجيه كيسولوه على ما سرق وما نهب من الجزائر في فتره الاستعمار وكيخلي الرفات ديال الشهداء ديال الميزودولوم حتى الاجابه الثانيه، كنبقى نقول هل هنالك سياده حقيقيه مغربيه على الاراضي المغربيه والقرارات المغربيه، وهل هنالك سياده حقيقيه على القرارات؟ فالبناء المغاربي اللي كنطمح له انا بيرسونيلمون واللي كيطمحوا له واحد المجموعه ديال الشباب من سني، ان انا كنعتبر نفسي مازال شاب، راني في سن 41 سنه، يعني حنا كشباب كنشوفوا بناء مغاربي يواجه الحقيقه بعيون حقيقيه، بعيون ماشي مزيفه، لان ما يبقاش عندنا داك الشاب ان جون اليوم ما كيشوفش بالعين ديال جدو، كيشوف بواحد العين جديده، واحد العين اللي منفتحه على العالم واللي منفتحه على جميع الثقافات وجميع الحضارات، يقدر ياخذ من حضاره الاجداد ديالو وياخذ من حضاره اخرى لانه ما عندوش اشكال. هذا البناء هذا بطبيعه الحال ملي كنتكلموا عليه خصو استراتيجي، خصو شي حاجه. اليوم في فرنسا مثلا ما عندناش جمعيه حقوقيه تدافع عن المعتقلين السياسيين المغربيين او الجزائريين اللي دايرين اضراب عن الطعام مشتركه نحن كمغاربيين. فاين هو الفاعل السياسي ولا الفاعل الحقوقي؟ الى حتى حقوق الانسان درنا لها الحدود. اذا هاد حقوق الانسان في دول العالم كامل ما عندهاش لي فرونتيير، il n'a pas de frontières. حنا عندها لي فرونتيير. اليوم المحقق المغربي ما يمشيش يدافع على محمد عبد الله ولا على دوتر بريزونيي بوليتيك اللي راهم في الجيري. ما كانش هذا النقاش في المغرب، ما كاينش. اليوم مثلا عمر الراضي وسليمان الريسوني راهم كاينين في المعتقلات المغربيه. اليوم مثلا في ليبيا نقدروا نلقاو نفس الحاله. اذا اليوم هذا البناء المغربي اللي كنتكلموا عليه خصو الرؤى الحقيقيه، يعني عينين تاع بصح شوفوا لا فيريتي كيفاش دايره الحقيقه ديال الامور. خص ما يبقاش عندنا الثنائيه في الخطاب. يجي يقول لي انا الصحراء ما بغيتهاش تكون مغربيه، نقول لك انا كنشوفها مغربيه انت بغيت تشوفها شي حاجه اخرى، ما كانش اختلاف. داير راه كاين كاتالونيا يختلف عليها الجميع هنايا في داخل الاتحاد الاوروبي، ولكن ما فرقاتش اسبانيا وفرنسا، ما فرقاتهمش. خصنا كذلك اعاده الثقه للمواطن المغربي والجزائري قبل ما نفكروا في البناء ديال الاتحاد المغربي في الفعل السياسي والفعل الحقوقي. خصنا حقوقي ماشي ديال الصوره والسيلفيات، وخصنا سياسي ماشي ديال الميكرووات ديال الشارع ديال التيران. لانه اليوم عندنا انا كشاب كنقول ودي ملي كنشوف شي واحد ما كيجريش في التيران معايا ما يناسبنيش، انا باش نبدل هذا بهذا راه غير كيف
ولكن الا كان عندي شباب اللي كيخرجوا معايا التينا وكيشوفوا معايا التينا وكيعرفوا المعاناه ديال الناس، راه اليوم الواقع المغاربي راه رغم ما جمعنا الا انه نبقاو بعاد على هذا البناء هذا الا ما مشيناش بخطى ثابته وحقيقيه. ولكن غادي نكمل وباش ما ناخذش الوقت اكثر من وقتي، وغادي نقول لكم الحمد لله اللي ما كانش هذا الاتحاد المغاربي في عهد هاد الحكام ديالنا، لانه كان هذا الاتحاد المغاربي كان غادي يكون سبب في التضييق علينا. لو كان الاتحاد المغاربي اليوم قائم كان غادي الحراك الجزائري ما يتحركش، كان غادي يكون عنده اشكالات حقيقيه. اذا اليوم كاين رغبه شعبيه عند المواطن التونسي والجزائري والمغربي والموريتاني وغير ذلك، وما عندناش اشكال انه يكون حتى مواطن من بلد اخر غير تكون عنده لا فيزيون ديال انه يكون سوليد مع خوتو، سي بيان. ولكن الحمد لله انه ما كانش هذا الاتحاد المغاربي من نظرتني انا، لانه مرورا بالقاهره وبغداد وهذه المسائل انا كاع ما كتهمني، لانه هذاك التاريخ اللي كان كيدار في عهد حسن دو وفي عهد واحد المجموعه ديال الناس انا ما بقاش كيمثلني، لانه ما عشتوش والديه فيه الديمقراطيه. واش نتكلم على واحد الفتره اللي ما عاشوش فيها والديه الديمقراطيه؟ ما نلتصقش بها، ولكن نخليها هي تلتصق بها في المستقبل الا كان عندنا فريمون رغبه للبناء المغاربي الحقيقي. وشكرا لكم. شكرا محمد، شكرا لاحترام الوقت الثاني. Merci beaucoup. Je passe la parole à Mourad Yefsa. Merci à ceux qui m'ont précédé, Sadaq Hadjou et Mohamed Hendouz. Et moi, je voudrais partir effectivement, je voudrais partir donc de ce que vient de dire mon ami et camarade Mohamed Hendouz. Il aborde effectivement la question donc de l'unité du Maghreb sous forme d'une interrogation en disant: est-il possible de construire l'unité du Maghreb quand, y compris sur la question des droits de l'homme, on en a mis des frontières? Cela veut dire qu'au niveau du Maghreb, on n'arrive pas à construire un cadre unitaire de lutte pour le respect des droits de l'homme, alors que la notion même des droits de l'homme donc, pose la question donc, de la transnationalité, de l'international, donc des droits donc, de tous les humains. Et je pense que c'est une bonne manière d'aborder donc, cette question-là. Les historiens qui nous ont précédés, vraiment j'ai beaucoup apprécié. Moi je fais des études en arabe, je comprends l'arabe, j'ai perdu effectivement j'ai perdu la capacité donc d'intervenir en arabe, mais je comprends. J'ai entendu tout à l'heure les interventions de Farid Aït Lahsen, de Melinda et de Salim Chennas, et j'étais vraiment très 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 enchanté. Donc j'ai appris beaucoup de choses. Pour la simple raison, c'est qu'on se rend compte qu'il y a eu, durant le combat donc pour l'indépendance, pour les indépendances nationales, face on peut dire, à un seul occupant, à un seul impérialisme, il y avait effectivement cette synergie et cette convergence pour unifier les luttes, unifier les forces, pour arriver donc à des objectifs qui étaient communs, qui étaient donc l'indépendance nationale, et qui pour tous les militants donc, du mouvement national, qu'ils soient marocains, tunisiens, algériens, libyens, mauritaniens et autres, la question qui était posée, c'était pas donc seulement de fonder des États, mais de rendre premièrement la souveraineté au peuple. Donc quand on lit toutes les déclarations, tous les textes politiques donc des dirigeants donc, de cette période, ils posaient la question de l'indépendance, non pas sous forme du droit de constituer un État avec des institutions qui vont s'imposer sur le peuple, mais ils le posaient sous l'angle donc de la réappropriation ou de l'appropriation donc de la souveraineté des peuples pour décider de leur destin. Et ça rejoint encore cette problématique donc de frontières. Et à ce moment-là, effectivement, les objectifs étaient communs et les moyens pouvaient être communs parce que les différents mouvements, les différents partis
se retrouvaient devant les mêmes obstacles, c'est-à-dire que l'intransigeance de ceux qui occupaient donc ces territoires, donc à refuser n'importe quel espace et donc de donner donc cette indépendance. Donc tout à l'heure on a appris aussi, il y avait donc cette tentative donc des partis, des organisations donc nationalistes des différents pays, pour y compris de constituer une coordination ou une unité des luttes, y compris du point de vue donc de la lutte militaire. Pour dire qu'effectivement, durant ces périodes-là, il y avait donc alors, il y avait la conscience, premièrement, il y avait le projet politique, parce que le combat pour la souveraineté est un vrai projet politique, et qui pouvait être commun, et il y avait aussi la volonté, parce que beaucoup, quand on lit aussi donc, durant cette période, donc beaucoup étaient prêts à mourir pour l'indépendance. Donc pour dire un peu donc, la profondeur donc, de l'engagement. Mais je reprends, ça m'a beaucoup plu, une phrase qu'avait dite tout à l'heure Salim Chna, il avait dit « Cette région d'Afrique du Nord, cette région du Maghreb, qui est la plus homogène de toutes les régions, on peut dire dans le monde, puisque oui, c'est la même histoire, c'est la même géographie, les mêmes langues, la même religion, c'est-à-dire même si effectivement il y a toutes les religions, mais la religion dominante, effectivement, donc la religion musulmane, et pourtant c'est la moins intégrée dans le monde. Je lisais un article dans une revue Hérodote, et ils citent un chiffre justement sur la question donc d'intégration des pays du Maghreb. En dessous de 2% donc des échanges commerciaux. C'est-à-dire rien, absolument rien. J'ai eu aussi donc à regarder, parce que dans ce thème, on voulait aborder un peu l'aspect où en sommes-nous donc sur la question de la construction de l'unité maghrébine. Et donc j'ai été regarder un peu cette déclaration qui a été signée en février 1989 à Marrakech concernant donc l'union du Maghreb arabe. Et quand on regarde effectivement les objectifs, quand on lit les 4 objectifs, parce que il faut pas que j'oublie, je pense bien qu'il y avait donc 4 objectifs qui étaient fixés. Alors, quand on regarde les objectifs qui ont été fixés, mais ils sont comment dirais-je, ça coule de source. Donc je peux vous citer, hein, la première, la consolidation des rapports de fraternité qui lient les États membres et leurs peuples, la réalisation du progrès et du bien-être de leur communauté, la défense de leurs droits. Deuxième objectif, la réalisation progressive de la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux entre les États membres. Troisième, l'adoption d'une politique commune dans tous les domaines en matière économique, politique commune vise à assurer le développement industriel, etc. Mais quand on regarde au niveau de l'application, donc de cette déclaration, parce que aujourd'hui on débat, on veut savoir, c'est-à-dire que il y a là des gouvernants, d'accord, donc des États avec des institutions, avec des moyens exorbitants. Pourquoi je dis des moyens exorbitants? Parce qu'aujourd'hui, il y a des pays qui consacrent 10 milliards de dollars pour leur armement, dans une région qui est homogène, dans une région où il y a une communauté d'histoire, donc du passé, du présent et l'avenir. Mais malgré ça, donc des pays qui engagent quand même 10 milliards de dollars, c'est-à-dire qu'un pourcentage qui est l'un des plus grands donc, par rapport donc, de leur PIB qui ont consacré donc, à s'armer. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 89? Vous regardez le site internet, le portail internet qui a été créé pour l'UMA. Vous allez regarder, donc il y a effectivement cette déclaration. Et tout le reste, c'est des pages vides. C'est des pages vides. La dernière réunion, aucune réunion donc, des présidents, aucune réunion des premiers ministres. Pourtant, ils avaient défini donc, dans leur projection donc, de la construction de l'union donc, du Maghreb arabe. Donc il était institué donc, des réunions régulières entre les différents responsables. Mais pas. La dernière réunion, c'était la réunion du ministère de l'Intérieur en 2016. Et je pense que ce que disait encore tout à l'heure donc Mohamed et ce que disait Sadat, on est là. C'est-à-dire qu'ils sont prêts. Les gouvernements actuels
qui ont établi des États au-dessus des peuples, contre leur propre peuple. Chacun des gouvernements, dans ses frontières nationales, tente d'utiliser la division entre les propres composantes nationales des pays pour pouvoir rester au pouvoir. Alors, comment voulez-vous ces gouvernements, effectivement, puissent donc proposer honnêtement et franchement et en toute transparence donc une vision donc d'aller vers l'unité du Maghreb. Donc je pense que la question elle est vraiment, comment dirais-je, elle est très importante et elle est urgente. C'est-à-dire que je pense que nous devons, parce qu'on est des militants, on n'est pas des historiens, nous on apprend, les historiens, ce que nous disent les historiens, ce que nous disent les intellectuels, ils nous donnent des points d'appui pour pouvoir donc mieux comprendre le passé et le présent afin donc de tracer un avenir, donc les bases d'un travail en commun. Et je pense que nous devons absolument nous rendre compte que ces gouvernants, donc dans nos propres pays, sont des gouvernements qui sont dangereux à nos propres pays, mais plus encore, la question du Maghreb pour eux, c'est un moyen, y compris de rester à la tête des gouvernants, mais aussi de déflagration. C'est-à-dire que cette inconscience, obnubilée par la volonté de vouloir rester, de vouloir donc se maintenir en place, à la tête des gouvernements, à la tête des États, sont prêts à engager toute cette région-là dans une guerre qui, bien sûr, dans les peuples, seraient les seuls perdants. Alors, c'est pour ça que moi, je pense que j'ai lu le dernier numéro spécial donc, du Monde diplomatique qui était réservé au Maghreb. Et j'entends aussi, j'ai lu d'autres articles, à chaque fois, ils invoquent la question donc, du Sahara occidental comme étant l'obstacle principal à l'unité du Maghreb. Moi, j'ai écouté ce matin, à l'époque, donc en 1925, en 1926, entre les deux guerres, en 1947, etc., il n'y avait pas le problème du Sahara occidental. Mais n'empêche, quand même, ils n'ont pas réussi quelque part. Il y a eu des collaborations, mais il n'y a pas eu d'unité d'action. Tout à l'heure, Walid Aït-Lassine a parlé donc, des accords d'Aix-les-Bains. Tout à l'heure aussi, donc, Mohamed a parlé donc, des accords d'Évian, mais aussi donc, des négociations séparées de l'indépendance de la Tunisie, du Maroc et de l'Algérie, qui était une stratégie non pas en faveur des intérêts des peuples du Maghreb, mais en faveur des intérêts de l'État colonisateur, de la France. Donc la question elle se pose réellement de cette manière. Donc je pense que c'est quand même important qu'on prenne conscience donc, de ça. Donc je disais que j'ai lu, et on dit que le Sahara occidental est l'un des principaux obstacles donc, à l'unité du Maghreb. Moi je dirais, pour moi la question elle est autre, elle se pose autrement. C'est parce qu'il n'y a pas l'unité du Maghreb que la question du Sahara s'est posée. Parce que si la question de l'unité du Maghreb était posée en partant des principales préoccupations des masses maghrébines, des peuples du Maghreb, des citoyens du Maghreb, à ce moment-là, comment peut-on poser la question du MAC ou la question du Sahara occidental ou la question des Touaregs ou la question de je ne sais pas moi? C'est autre chose. On donne une autre perspective aux citoyens de la région. C'est-à-dire qu'être citoyen du Maghreb, libre, des citoyens libres et des peuples libres du Maghreb, pour un Maghreb, bien sûr, libre et indépendant. Et cela suppose bien sûr la souveraineté totale donc, des peuples, non seulement sur leurs propres institutions dans chaque pays, mais, à mon avis, la question la plus importante, et je termine par une citation, c'est la souveraineté sur les ressources. Parce que aujourd'hui, les puissances internationales sont intéressées par le Maghreb. Ce n'est pas le, comment dirais-je, ce n'est pas le citoyen qui l'intéresse, il y a des ressources qui les intéressent. Aujourd'hui, il y a des capacités de production ailleurs, hein, donc il y a des usines du monde qui sont ailleurs, etc. Mais par contre, dans cette région, il y a des ressources qui intéressent et qui
constituent des éléments, donc je dirais, des éléments de stabilité pour ces grands de ce monde. Je termine par j'aurai peut-être pas le temps, je vais juste dire que la dernière rencontre qu'a faite le secrétaire d'État américain, il a été donc faire un tour au Maghreb, donc c'était en 2020. Je cherche un peu, donc c'est la visite qu'a faite Mark Esper, donc secrétaire américain à la Défense. Il a donc visité donc Tunis, Alger et Rabat, et il avait déclaré quelque chose. Il faut que je retrouve un peu. C'était en novembre. Est-ce que c'était en 2020 et j'arrive pas. Alors il avait dit la chose suivante. Donc en passant à Alger, il avait dit donc l'objectif donc de sa visite, c'était renforcer les liens avec les trois pays et évoquer les menaces terroristes, mais aussi l'instabilité régionale exacerbée par les activités pernicieuses de la Chine et de la Russie sur le continent. Je pense que quand il avait donc été interviewé, et il avait dit donc l'objectif de sa visite c'était celle-là. Et quand on regarde effectivement dans ces objectifs, ça veut dire qu'il inscrit la question du Maghreb, dont la décision donc des États-Unis de favoriser donc la guerre commerciale contre la Chine comme élément donc de sa stratégie globale. Et donc comment faire en sorte que toute cette région-là donc soit dans sa propre stratégie, dans son sillage. Ça veut dire que le pays qui ne suivrait pas les États-Unis dans cette stratégie, il va payer les frais. Et je pense que ça, il a été fait en 2020 plutôt, 2020, et 2021, les accords d'Abraham qui ont été faits entre le Maroc et Israël, 2021, sous la supervision des États-Unis. Avec donc tout ce qu'on sait, donc le ministre israélien qui est passé au Maroc, qui menace l'Algérie à partir donc, du Maroc. Et donc voilà un élément, encore une fois, donc un élément qui vient donc de l'extérieur avec force, qui vient entraver donc comment dirais-je une construction maghrébine. Et je réponds donc c'est le dernier point. Camarade Donc, Morad, il faut respecter le temps. Allez-y, un donc, dernier petit point. Je suis tout à fait d'accord avec lui, effectivement. Commençons petit. Faisons un cadre unitaire de lutte pour le respect des droits de l'homme au Maghreb. Tunisie, Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, etc. Commençons à 3, à 4, à 10, à 20, comme on peut. Commençons par faire un travail concret. Et je pense que c'est par ces petits pas qu'on pourra faire effectivement un grand pas vers l'unité du Maghreb. Merci, camarade. Merci pour vous trois. Je passe la parole aux citoyennes et citoyens qui sont ici dans la salle. On prendra 15 minutes pour échanger avec ces intervenants. Si vous avez des questions ou des commentaires, bien sûr. Asman. Bonjour à tous nos camarades. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées à la première partie, qui relevaient de la question historique. Et cette deuxième partie, ce deuxième thème qui relève de la question politique et des blocages de la construction maghrébine est fondamental pour comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons malencontreusement, pour ne pas dire malheureusement. Moi, j'aurais une question très simple. Aujourd'hui, nous subissons quelque part un nationalisme, pour ne pas dire un chauvinisme, qui nous enferme dans nos frontières. Et nous subissons le subrecoup de, finalement, quelques puissances mondiales qui jouent de ce nationalisme et chauvinisme pour encore plus nous enfermer dans nos frontières. Ce que disait l'intervenant, notre camarade Farid Eitlassen, dans cette expression du, je dirais, mettre les pays
en vis-à-vis, dans un rapport individuel entre nations et nations, au lieu de voir les intérêts communs ensemble et travailler dans la protection de ces intérêts communs. Moi, je vous demanderai juste, à votre avis, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que nous n'arrivons pas, malgré une demande forte des populations de la région, à faire pousser cette idée de la construction maghrébine, et pourquoi finalement les pouvoirs autoritaires, qui, pour des raisons qu'on va essayer d'analyser ensemble, ne veulent plus pousser justement cette idée totalement évidente qu'il est plus facile d'être, que quand on est plus fort qu'on est uni que quand on est divisé, et pourquoi donc on n'arrive pas à dépasser ces blocages politiques. Merci. Merci Othman. Est-ce que on attend, peut-être que vous voulez répondre et puis d'autres questions vont surgir de la salle. Enfin, moi, rapidement, je vais Oui. reprendre un peu ce que j'avais dit lors de mon intervention. Moi, je pense que la construction maghrébine n'a pas vu le jour encore par absence de vision. C'est-à-dire là, on est face à des régimes qui ont une vision étroite. Donc là, leur seul objectif, c'est de se maintenir au pouvoir et d'y demeurer. Donc là, on le voit malheureusement en Algérie, au Maroc. Bon, c'est une chose, mais bon, voilà. Donc là, ce manque de vision, et je pense que c'est des régimes aussi qui se nourrissent un peu de cette guéguerre. Donc là, ils aiment bien mettre un petit peu en avant le chiffon rouge, là, l'ennemi extérieur. Donc là, pour l'Algérie, c'est le Maroc et la France. C'est-à-dire là, après, bon, tout dépend des circonstances. Pour le régime marocain, je pense que c'est pareil. Voilà, donc là, malheureusement, bon, ils n'arrivent pas à s'inscrire un peu dans une autre optique, d'autant plus que bon, il y a des bouleversements géostratégiques, donc on dirait que bon, on est vraiment, c'est comme si on n'est pas concerné. On attend qu'il y a un employeur qui nous engage un peu dans son processus, comme Mourad le citait là tout à l'heure, là, concernant les États-Unis, ou peut-être la Russie, la Chine, mais on a du mal justement à acquérir à construire ce Maghreb autonome qui pourrait constituer une force régionale, que sur le plan politique, sur le plan économique. Voilà, donc là, et par ailleurs, donc on a des peuples qui aspirent à ça, c'est-à-dire là des peuples maghrébins, tunisiens, algériens, qui aspirent à plus de rencontres, à plus de fraternité, à plus de solidarité. Mais voilà, pour moi, l'obstacle premier, c'est cet obstacle malheureusement politique qui est là, qui demeure, et j'espère que bon, il ne va pas encore se pérenniser. D'accord, Voilà. merci. Merci. Sadr, je ne sais pas, Rafiq Mohamed ou Rafiq Mourad, si vous avez Mohamed. السلام عليكم. هاد لا كيستيون اللي سولها السي عثمان اللي تري امبورطونت، وكنت شرط لها انا قبيله ملي قلت بانه المفهوم ديال الوطنيه ما واضحش، ما عندناش مفهوم ديال الوطنيه واضح. لان الشعوب ديالنا بطبيعه الحال داخل المغرب والجزائر وتونس دارت لها واحد لابوز فكريه، يعني العقل البشري التونسي المغربي الجزائري الموريتاني وقفوه ما بقاش كيخدم، وهذا بتوقيف وتقليص المجال ديال الاشتغال ديال الاكاديميه المغربيه. ما عندناش جامعه برو الجيري ولا برو ماروك ولا برو هادي، وهاد الجامعات هذه اللي عندنا اليوم حتى السفر من خلالها ما بين تخيل معي ملي يوصل العلم كذلك يداروا له لي فرونتيير. الان عندنا شباب جزائريين يبغيو يقراو في المغرب ما يقدرش يقرا في المغرب.
عندنا شاب مغربي يبغي يقرا في لا تونيزي، هو كتضاف واحد الاشكال اخر. هاد المساله ديال الناسيوناليزم اللي تكلم عليها السي عثمان، بيان سور لانه ما يناسبهمش باش الشعب المغربي ولا التونسي ولا الجزائري يفهموا شنو هو الوطن وشنو هي الوطنيه. لا دوزيام دي شوز، كاين سكون ابل ليطا مونديال، هاد الدوله الدوليه او الدوله العالميه اللي كتحكم حتى هي فينا من عن بعد. وتخيل باش نعرج بواقع ديال اليوم. الان بوتين واحد جوج سوايع قال بانه ما غاديش تكون حرب على اوكرانيا. انا نتخيل كيفاش الشعب الجزائري والشعب المغربي والتونسي والموريتاني وغير يهتم للشأن العالمي والدولي وما يهتمش لانه يرفع السقف ولو نيفو ديال التفكير ديالو. كاين واحد الفئه ديال لي زانتيليكتويال عندنا في المغرب ولا في الجزائر ولا هذه. في المغرب للاسف النظام المخزني قوي جدا، ماشي قوي بما يخول له بناء دوله قويه ولا وطن قوي جدا بما يخول له كبح، يعني كيحبس الارادات القويه والحره. في الجزائر لا، نقدروا نقولوا بانه الارادات ولي زانتيليكتويال تاع لي زالجيريان كاينين الان في هذه لاصاله هذه، وهذا سي كلك شوز دو تري امبورطون. الان عندنا طابوهات سياسيه، هاد الطابوهات السياسيه هي اللي ما خلاتناش نوصلوا يعني لهاد المفاهيم الحقيقيه ونحدوها ونزيدوا لقدام. ولكن اخر ما يمكن ان اقول غير جوج ديال النقاط تكلموا فيهم الاصدقاء، وانا كنت خليتهم لهاد الوقيته هذه في دقيقتين. تكلمنا على واحد الشريك جديد اللي سميتو اسرائيل. بالنسبه للنظام المغربي هو شريك، بالنسبه للشعب المغربي هنالك فئه عارضه كتعتبره ماشي شريك، كتعتبره عدو. داير عندنا سيمون سيدون يهودي مغربي اللي خرج في الشارع المغربي كيقول لا للتطبيع، نو بور لا ناتوراليزاسيون. ولكن كاين هنالك كذلك مشكل خطير، لا نورماليزاسيون. كاين واحد المشكل خطير جدا، هو كيفاش كيتصرف العقل ديال النظام الجزائري في التعاطي مع هذه القضيه ديال التطبيع. انا ملي كنشوف مثلا القياده الجزائريه اللي كاينه حاليا اللي جابتها انتخابات الى حد ما نقاشها متفاوت، كنقول اودي كيف يمكن انه الجزائر تتعامل كنظام مع الامارات وتتعامل مع مصر كتحاول باش تلقى لها حلول. بل اكثر من ذلك، خرج واحد الاعلامي جزائري كيقول بان هذاك اللي دارته مصر ماشي تطبيع، هذاك سي ان اكت بوليتيك وهذاك تعاطي، لان كانت بيناتهم حرب وخصهم يتعاملوا. فهنايا خص شويه ديال الواقعيه في التعاطي مع هذه القضايا اللي هي خلافيه. واخر ما يمكن ان اقول كذلك على التعريج على القضيه ديال الصحراء والقضيه ديال البوليزاريو. انا بالنسبه لي رغم انني كنقول بانه الصحراء مغربيه وهذا طرحي وما كنحشمش نقوله، ولكن كنقول بان ذاك الشعب اللي عايش فوق الاراضي الصحراويه شعب حي. هذا ماشي ناس اللي خصنا نديروهم النوطاج الجيري في المخيمات، ولا كذلك نجيبوا هاد الصحراوه ونقولوا لهم لا بزز منكم تكونوا مغاربه. هذا شعب يحق له تقرير مصيره، لان تقرير المصير ماشي انا اللي اختاريته. الحسن الثاني هو اللي كندخل في هذا الطرح ديال تقرير المصير وهذا الطرح ديال المفاوضات الدبلوماسيه وغير ذلك. وكل واحد فينا يتحمل المسؤوليه التاريخيه ديالو. مسؤوليتي التاريخيه هي انني اؤمن بالانسان قبل ان اؤمن باي نظام. وهذا ماشي دليل على انه احنا مع لا نظام، مثلا الواقع حاليا في ليبيا، ولكن احنا مع نظام يجي من عندنا حنايا. ونفهموا هاد القضيه اللي تكلم عليها السي عثمان باش نختم، هي قضيه جد مهمه. الوطن هو الشعب والارض، ماشي هو النظام. راه عندنا اليوم الناس ما كتفرقش ما بين الوطن. انا عندي اخوه جزائريين كيناقشوني بالليل دائما، يقول لك علاش انت تمشي تجلس مع الناس نتاع الحراك، راك كتضرب في البلاد. كنقول له يا ودي راه البلاد، راه الجزائر راه ماشي هي النظام، الجزائر راه هي شعب وارض. وداير باش نفهموا العلاقه حتى ما بين الشعب والارض، حتى دوك الناس اللي كيدفنوا في الارض ديال الجزائر كدوز عليهم 4 سنين ولا 5 سنين كيوليو فوسفور، كيوليو حتى هما تراب. اذا هذه علاقه لا تنفصل بين الشعب وما بين الارض. ونتمناو انه نوصلوا للبناء على النهج اللي زاد كرسو سي مراد. انا كنت دائما كنقول بانه بناء
الوحدة المغاربية لابد أن ينطلق ببناء ديمقراطية وبناء جسم حقوقي مغاربي. هذا نظري وشكرا لكم. Shukran, vraiment, merci pour ceux qui comprennent l'arabe, vraiment, merci pour cette conclusion. C'est bien d'avoir une traduction. Ah oui. Parce que sinon, on ne peut pas suivre l'ensemble des débats, c'est dommage. Alors, il nous reste 3 minutes pour clore ce thème. Après, vraiment, là, parce que moi, je voulais partir de Juste- la conclusion pour... Voilà, c'est ça, c'est sa conclusion qui était... Après, on en discute. Je ne sais pas si on m'entend, là. Oui, Il reste 3 minutes pour Oui, clore ce moi, thème. Moi, je pense que la question, à savoir le fait que nous subissons donc un nationalisme et même un chauvinisme qui nous enferme dans nos frontières, etc. Donc c'est vrai, c'est une réalité. Mais cette réalité, c'est le résultat de quoi? Nous avons donc les différents pays du Maghreb ont mené des luttes intenses pour avoir des indépendances. Des indépendances, on peut dire, des indépendances politiques, mais des indépendances sans qu'elles soient totalement achevées. C'est-à-dire que bien que des États ont été construits, mais ces États sont tellement faibles, politiquement, militairement, économiquement, à tout point de vue, qu'ils sont totalement dépendants des pays anciennement colonisateurs, mais aussi d'autres pays. Donc nous ne sommes pas dans une zone dans laquelle il y a des États forts en réalité. Ce sont des États forts contre leur propre peuple. Oui, parce que c'est des États autoritaires. Et le fait qu'ils ont établi des États autoritaires, ils se sont encore plus affaiblis pour la simple raison, c'est que ces États, ils se sont totalement dissociés de leur propre peuple. La force de la révolution ou de la lutte donc du Maroc pour son indépendance, ou de la Tunisie, ou de l'Algérie, ou de la Libye, c'est quoi? C'est le fait qu'il y avait à un moment donné une fusion entre l'aspiration nationale à l'indépendance qui était portée par des dirigeants et l'ensemble des peuples. C'est là la force, c'est rien d'autre. Ce n'est pas l'armée algérienne qui a battu donc la 5e force mondiale ou la 4e, non. C'est la volonté de tout un peuple qui était prêt à mourir pour avoir son indépendance, et à ce moment-là, donc c'était plus possible de rester. La même chose dans chacun des pays. À part qu'après les indépendances, la situation s'est inversée. Il suffit de citer donc les principaux dirigeants du mouvement national, que ce soit au Maroc, en Tunisie, en Algérie, ont été assassinés avec la complicité des États impérialistes. On ne va pas citer donc l'un des principaux dirigeants donc, du mouvement politique et syndical tunisien, Hachet, Ben Barka, Karim Belkacem, etc. C'est pas des petites choses, ce ne sont pas des anecdotes. Ce sont donc des réalités politiques, mais en réalité qui donnent une, comment dirais-je, qui ne sont qu'une partie visible donc, de ce que sont donc, ces régimes qui ont été mis en place et qui ont complètement, en réalité, détruit la force qui a été celle donc, des indépendants. Ça, c'est une première chose. Et donc, le manque de souveraineté, de démocratie, donc, qui a abouti donc, à cet affaiblissement de chacun des États. Deuxième chose, bien entendu, les puissances internationales, les États impérialistes, ils ont de plus en plus, bien sûr, des stratégies intrusives. Donc ça, c'est ce qu'on, y compris en Europe, avec aujourd'hui l'intrusion grandissante des États-Unis en Ukraine. Bah, on le voit bien, donc c'est pas le peuple ukrainien qui est comment dirais-je, qui est le souci des grands de ce monde. C'est bien sûr, c'est des intérêts américains qui sont défendus dans cette région. La même chose. Donc je pense que nous sommes dans cette situation-là. Et tant qu'on n'aura pas réussi, effectivement, dans chacun des pays, à construire des organisations, partis, syndicats, associations, comités, etc.,
fort sur la base donc, du combat pour la démocratie, je pense que il sera pas, on pourra pas avancer. Parce que la question donc, du Maghreb des peuples, il ne peut reposer que sur la souveraineté des peuples. Et la souveraineté des peuples, elle ne peut être concrétisée qu'au travers donc, de la démocratie véritable dans chacun donc, de ces pays. C'est pour ça que je pense que la lutte, bien qu'elle soit nationale pour chacun de nous, donc en Algérie, le Hirak, au Maroc aussi, il y a le Hirak, en Tunisie, il y a eu un mouvement révolutionnaire de 2010-2011 qui a abouti à une assemblée constituante et qui aujourd'hui, il y a des tentatives de remise en cause. Il y a un processus qui vient d'en bas, effectivement, qui va vers un peu la libération et l'émancipation donc, dans chacun de ces pays. Mais ce mouvement de libération et d'émancipation de chacun des pays, il est aussi porteur donc, de cet espoir vers l'unité du Maghreb. Dernier point, c'est la question de la Libye. On n'a pas posé la question à la Libye, de la Mauritanie, parce que moi je pense, moi personnellement, je suis inquiet. Je suis inquiet de la situation au Maghreb. Personnellement, quand je lis les budgets militaires des uns et des autres et comment les choses sont en train de se passer, il y a de quoi s'inquiéter et on doit absolument appeler l'ensemble des peuples de cette région à être vigilants et on doit faire une conférence d'urgence contre la guerre, contre l'exploitation dans cette région, afin justement de pousser encore plus loin. Ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé en Libye. Oui, sous le fallacieux campagne comment dirais-je, de lutter contre la dictature de Kadhafi, qui est une vraie dictature, qui est un vrai sanguinaire, qui est un vrai fou, si on peut dire. Mais en réalité, derrière, c'est la destruction de tout un État, de toutes les infrastructures pour piller les richesses de ce pays. Parce qu'aujourd'hui, le peuple libyen n'a jamais été aussi pauvre, tout en permettant à toutes les multinationales de pomper plus que jamais plus de pétrole et de gaz comme ils l'ont jamais fait auparavant. Nous avons là devant nous un exemple concret et c'est quelque chose qui est quand même... et on a vu cette incapacité donc, de ces États du Maghreb, que ce soit l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie, aujourd'hui, quel est leur poids individuellement en Libye, alors qu'on voit bien, la Turquie, aujourd'hui, elle paraît avoir plus de poids que ces pays-là. Alors qu'il aurait suffi, bien sûr, qu'il y ait une unité de vue pour que justement aider donc, le peuple libyen à comment dirais-je, à sortir donc, de ce piège et de ce piège mortel pour tout un peuple. Merci beaucoup, camarades. Merci. On va clore ce deuxième thème. Donc, Mohamed disait, moi ce que j'ai retenu globalement vers la fin, c'est que lui, il croit en un objectif commun, celui de la défense des intérêts des peuples de cette région. Et Mohamed, il croit en l'être humain, en l'homme. Il dit finalement, l'homme, il va mourir, il va être enterré, il va devenir phosphore, il va devenir pétrole, il va devenir, etc. Voilà. Et cette conclusion, oui, nous sommes, en tant que peuple, que ce soit de Mauritanie jusqu'en Libye, nous devons avoir un objectif commun, c'est la démocratie, notre liberté, la souveraineté des peuples. Voilà. Merci. Donc, on va faire une pause et donc la conférence va continuer avec le thème 3. Merci. Merci. Non, vraiment,